fraîchement retraité et un peu beaucoup blessé. Bonjour, Romaric Linares, donc préparateur physique. J'interviens au CREPS de Montpellier, pas loin d'ici, et aussi avec une prévalence sur des missions de préparation physique, moi dans le sport autour de la voile avec la Fédération française de voile et des structures locales en Occitanie. Donc, je m'appelle Thomas Torelli, donc je suis diététicien intervenant au CREPS, donc je travaille avec Romaric et mes missions sont notamment tout ce qui va être optimisation de la performance via l'alimentation et également évidemment un rôle sur la prévention. Bonjour à tous, moi c'est Julien Prigent, j'étais joueur aussi de volley professionnel et aujourd'hui j'entraîne au beach volley. Ok. Alors, concernant la présentation du docteur Barbet, est-ce que Romaric, vous avez des commentaires à faire? On a parlé de prépa physique. Est-ce que vous voulez rebondir? Je peux déjà commencer en citant ma place dans le process, on va dire, autour de la blessure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le médecin qui a présenté juste avant. Et bien nous, dans une gestion de blessure, par exemple, c'est le médecin qui va aussi guider la chose. Il y a d'abord un constat médical à faire et puis après, il existe un process. Pour ma part, j'y tiens parce qu'il permet de mettre de la cohérence dans la gestion des blessures, par exemple pour les sportifs. Ils savent, c'est déjà une période pas évidente, il faut aussi être pragmatique là-dessus. Je ne connais pas de sportifs ou même de personnes heureux d'être blessés, donc il va y avoir une gestion qui demande d'être un accompagnement assez poussé de ce côté-là, avec le côté psychologique. Mais de savoir quel process on va mettre en place, c'est important et je mets souvent pied d'honneur là-dessus pour que le sportif sache où il va, avec le constat médical, les examens qui doivent suivre derrière. Et ensuite, il y a la phase de rééducation et la phase de réathlétisation, et c'est là où moi je rentre dans la partie, souvent en lien avec la rééducation. Et je suis entre le retour au terrain, le retour à la discipline. Bon, nous en voile, c'est le retour à la mer plutôt. Mais il va y avoir cette phase de transition et c'est là où le préparateur physique joue un rôle essentiel, puisque on commence à redonner goût aux sportifs sur sa discipline. Mais en amont, on a suivi quand même une démarche qui doit être bien respectée selon moi. Ok. Est-ce que Julien ou Jordan, vous avez été sensibilisés à ce risque de blessure justement? Moi j'ai suivi un cursus en passant par le CREPS notamment. Donc on est très vite sensibilisé aux blessures. Et pour rebondir un peu aussi sur ce que tu dis, sur le traitement psychologique, il est super important parce qu'il faut savoir que pour beaucoup de sportifs, la blessure, ça nous isole du groupe. C'est très difficile à digérer, il faut la comprendre, il faut l'accepter aussi, ça c'est une phase qui est très, très compliquée. Et du coup, on est sensibilisé. Et à la fin, et après la première blessure, je pense qu'il y a toute une phase d'acceptation qui est compliquée. Et on a besoin de tous ces acteurs justement pour reprendre en fait et revenir plus fort. Et en fait, de ne pas avoir, je dirais, l'appréhension. Parce que l'appréhension, c'est un des facteurs aussi qui est là. On parlera de la prise en charge des blessures plus précisément tout à l'heure. Julien, je vous laisse évoquer un peu votre point de vue là-dessus. Moi c'est pareil, c'est vraiment, et je trouve le plus important, et là où on est le moins suivi, c'est sur le facteur psychologique. On est vraiment bien pris en charge par à chaque fois le docteur pour faire les examens, la préparation physique, le préparateur physique derrière en lien avec les kinés, etc. Mais le côté psychologique, il est quand même peu mis. On l'apprend, mais je trouve qu'on n'est pas assez soutenu de ce côté-là. On est vachement livré à nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on est, comme on dit Jordan, écarté du groupe. Et ça, il n'y a pas beaucoup de suivi là-dessus. Ok. On va se
pencher davantage sur l'aspect blessure et prise en charge, vu que Jordan, je suppose que, comme vous l'avez dit, vous avez été blessé au cours de votre carrière. Est-ce que vous avez une prise en charge du coup c'est quoi la prise en charge du sportif concrètement? Mais, comme l'a dit Romaric, d'abord on a un entretien, on voit le médecin, il y a des examens médicaux qui sont faits et ensuite très rapidement il y a un délai qui est donné et puis ensuite une phase de réathlétisation avec kinésithérapeute, ensuite préparateur physique et je dirais qu'on a un compte à rebours qui démarre à partir de ce moment-là. Est-ce que vous avez vu une évolution de la prise en charge des blessures au cours de toutes vos années de pratique? Oui, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de moyens de déceler des blessures, de plus en plus, notamment l'arrivée de la cryothérapie qui est arrivée il y a quelques années et qui est une possibilité de plus pour potentiellement récupérer un petit peu plus vite. Après, je pense que là on va revenir un petit peu sur le psychologique aussi, mais souvent si on est dans un bon état d'esprit et si on a tout qui s'aligne entre guillemets, les sportifs professionnels ont une capacité à récupérer un petit peu plus rapide que la normale. Et si tout est fait dans le bon sens, en suivant notamment tout ce qui est nutrition, sommeil, oui, maintenant la prise en charge, je pense, est plutôt très efficace. Docteur Barbet, vous intervenez du coup en tant que médiateur pour tout ce qui est suivi et intervenant derrière, c'est-à-dire c'est vous qui orientez le sportif vers le kiné ou le diététicien, ou c'est quelque chose qui est mis en place directement? Alors, ça dépend de qui on parle. Le sportif pro est souvent bien encadré et ses soins sont faciles d'accès. Juste pour rebondir à ce que disait ce qu'on dit Nicolas tout à l'heure, la difficulté chez le sportif professionnel, c'est la reprise du sport, mais c'est surtout la reprise du sport à un bon niveau de performance. C'est différent qu'un sportif amateur pour qui l'objectif va être de rejouer au tennis tout simplement. Le sportif professionnel, pour le coup des volleyeurs, ça va être de retourner sur le terrain, mais de retourner sur le terrain à bon niveau de performance. Et c'est parfois ça la difficulté. C'est pour ça qu'ils sont accompagnés par de la rééducation. Souvent, le parcours de soins d'un sportif, initialement, il l'a bien expliqué, il voit le médecin qui va un petit peu donner une stratégie et un délai. Ensuite, le kinésithérapeute va prendre le relais pour la partie qu'on appelle de rééducation pure. Puis ensuite, il y aura cette partie de réathlétisation qui est plutôt orchestrée par le préparateur physique qui va pouvoir ramener le sportif à bon niveau de performance sur son sport. Le sportif professionnel, dès le départ, tous ces facteurs sont étudiés. Il n'en a pas parlé, mais quand on parle de prévention de blessures, moi je vais en parler rapidement, mais on a des visites, même quand les sportifs ne sont pas blessés, des visites pour savoir où ils en sont, quels sont leurs risques de blessures, et du coup ils sont quand même informés et ont un accès à tous ces professionnels. Lors de nos visites, on peut se rendre compte que sur l'enquête diététique, il y a des choses qui ne vont pas. Donc rapidement, on va les orienter vers des nutritionnistes ou des diététiciens qui travaillent, avec qui on travaille main dans la main, et qui vont pouvoir agir en prévention de ça. Et bien sûr, quand il y a une blessure, ils auront aussi un rôle à jouer. Et du coup, vous parlez de réathlétisation. Romaric, à quel moment est-ce que vous intervenez? Du coup, c'est plus vers la fin de la prise en charge de la blessure ou... J'ai envie de dire, on intervient dès le début dans le sens où on sait que le risque de blessure est là, est omniprésent. Moi, j'essaie toujours les sportifs de les décomplexer par rapport à ça et de leur dire tu fais du sport de haut niveau, tu as de grandes chances de te blesser. Qui dit sport de haut niveau, c'est quelque chose qu'on considère qui n'est pas bon pour la santé puisqu'on est exigeant sur ce qu'on demande à l'organisme, on sait qu'on va aller au-delà des limites des fois par n'importe quelle discipline, on va toujours exiger plus, donc a fortiori on va se blesser. Donc déjà j'ai envie de dire dès le début c'est en place avec comme disait Olivier juste avant, c'est intéressant aussi de savoir où on en est notre sportif quand il n'est pas blessé, parce que quand il est blessé on aura des éléments de comparaison au fur et à mesure de sa
rééducation et puis réathlétisation. C'est intéressant de savoir quand il est dans son pic de forme, parce que le jour où il a fini nos réathlétisations, est-ce qu'on est revenu à ce pic de forme? Donc, dès le début, où je vais parler de blessures auprès des sportifs, et même quand ils sont en bonne santé, parce que j'essaie d'avoir la pédagogie sur mon intervention en disant on fait ça pour se préparer à ça. Je t'entraîne sur cet exercice, qu'il soit musculaire ou cardiovasculaire, parce que ta discipline exige. Et déjà, on veut être performant, première chose, mais on ne veut pas se blesser, pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure. Et pour finir, dire de comprendre pourquoi on doit mettre tout ce process d'entraînement en place, c'est déjà sensibiliser le sportif. Donc, concrètement, j'y suis dès le début. Après, j'aurai vraiment un rôle post-blessure aussi pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Ok, donc un vrai rôle dans la prévention. Thomas, en tant que diététicien au CREPS, quel genre de blessures reviennent le plus souvent en fait? Dans quel genre de blessures vous avez le plus grand rôle à jouer, on va dire? On a un rôle quand même sur toutes les blessures, j'ai envie de dire, parce que le type de blessure va beaucoup varier en fonction du type de sport. Comme Romaric pourra le confirmer, au CREPS on a quand même un nombre important différent de disciplines sportives, aussi bien des épreuves de force que des épreuves d'explosivité, des épreuves d'endurance. Donc ça va être des blessures différentes. Enfin, après régulièrement on a souvent des tendinopathies, des problèmes articulaires. On peut avoir des fractures plus rarement. Romaric, tu me diras pas ce que tu as eu récemment comme sportif blessé. Et ça va être souvent des blessures articulaires, des déchirures musculaires. Et après, au niveau de la prise en charge, évidemment, on va souvent reprendre les bases. Parce que comme tu l'as dit, Olivier, par exemple, au niveau de l'hydratation, on a vu, c'est quelque chose qu'on vérifie tous les jours au CREPS. Les sportifs sont mal hydratés, c'est un facteur de blessure, c'est un facteur de baisse de performance. Donc on intervient sur ces bases-là. Et après, on va rentrer dans le détail, dans la prévention, etc. Et en tant que diététicien, est-ce que vous arrivez réellement à mettre en place des choses pour la prévention justement des blessures au niveau de l'alimentation? Est-ce que le public est réceptif à vos recommandations? Alors j'ai envie de dire que ça dépend les âges, évidemment, parce qu'au CREPS, on a des sportifs dès 12 ans qui vont jusqu'à de 12 ans à sportifs professionnels. Donc en général, quand le sportif prend un petit peu d'âge, il nous écoute un petit peu plus. Quand ils ont connu également une première blessure, quand ils se sont fait peur une première fois, ils ont tendance à plus nous écouter. Après, ça dépend de la sensibilité de chaque sportif ou sportive, évidemment. Mais quand même, en général, quand ils voient qu'on est dans une démarche de les accompagner, une démarche de les comprendre, une démarche d'être avec eux, d'être proche d'eux, en général, ils sont quand même réceptifs à notre approche. Si on est dans l'écoute, en général, ils vont être dans l'écoute également. Ok. Julien, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre prise en charge? Est-ce que vous avez déjà eu une prise en charge nutritionnelle déjà? Est-ce que vous êtes accompagné à ce niveau-là? Alors quand j'étais en pro, ça dépendait des clubs. Il y avait des clubs, oui, qui insistent beaucoup dès qu'on est blessé, pas forcément avant, mais qui nous orientent un petit peu quand on est blessé. Après ça, je l'ai vécu à l'étranger, beaucoup plus suivi à l'étranger, le club où j'ai pu jouer qu'en France. Après, voilà, ça dépend vraiment des clubs. Il y en a qui insistent vraiment, il y en a qui n'insistent pas trop. Il y a des pesées régulières, mais il n'y a pas de réelle prise en charge. Et dans le cadre des blessures, l'alimentation n'est pas mise au devant de la scène? Alors forcément, la première chose, c'est nous déconseiller l'alcool. C'est la première chose tout de suite, c'est blesser, pas l'alcool. Après, on va parfois avoir des compléments alimentaires, mais c'est pareil, tout dépend du staff, tout dépend. Ça vient plus du joueur, en tout cas pour le volley. S'il se renseigne vraiment, c'est plus le joueur qui va prendre l'initiative de se renseigner, savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon, plutôt que vraiment du staff. D'accord. Et pour vous, Jordan, est-ce qu'il y a une prise en charge nutritionnelle ou c'est pareil que Julien? Non, en fait, je dirais que, en comparaison avec le rugby ou d'autres sports, on est un sport qui est assez jeune dans ce genre de prise en charge. Ça commence à arriver, ça devrait arriver un peu plus. Même je parlerai pour l'accompagnement psychologique aussi de coachs mentaux, qui devraient arriver de plus en plus aussi, et qui sont un facteur inhérent à la performance, qui est super important. Mais à l'étranger aussi, moi j'ai eu la chance de jouer une saison en Italie, où il y a eu vraiment un suivi, où ils nous prenaient en charge, ils nous conseillaient sur des compléments, aussi sur l'alimentation. Mais c'est vrai qu'en France, honnêtement, même en première division, il n'y a pas vraiment de vrai suivi. On a une sensibilisation, souvent dans les centres de formation, où on a des diététiciens qui viennent intervenir, mais malheureusement,
on n'a pas vraiment de vraie sensibilisation, et comme l'a dit Julien, souvent on va chercher des solutions par nous-mêmes, on essaye d'aller chercher des solutions par nous-mêmes dans ces moments-là. Bon, en espérant que ça change les années à venir. Docteur Barbet, est-ce que vous êtes amené à avoir un contact avec le diététicien du MHR du coup? La diététicienne? La diététicienne, évidemment, on la voit très régulièrement. Les joueurs ont un bilan mensuel complet avec une prise de masse grasse, ils sont pesés quasi quotidiennement et ils ont un bilan qui est effectué par les diététiciens régulièrement. Après, pour chaque joueur, ils sont bien sûr reçus quand ils le désirent pour certains besoins particuliers, une prise de poids en fonction de leur demande ou au contraire certaines adaptations. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, ce lien du genre, je l'ai compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que comme tu l'as répété, aujourd'hui, ils sont de plus en plus demandeurs. Donc, on est le premier rempart, donc souvent c'est vers le médecin qui s'adresse, mais on sait qu'aujourd'hui il y a largement plus performant que nous pour répondre à ces besoins spécifiques. Du coup, on adresse très régulièrement aux diététiciens, ils sont très demandeurs et plutôt à l'écoute. Ça ne leur empêche pas de faire quelques excès, on ne va pas passer là-dessus, mais non, c'est quelque chose d'important et on travaille vraiment régulièrement avec. D'accord. Vous avez parlé dans votre conférence précédente du risque de blessure associé au manque de communication dans le staff. Est-ce que vous, Thomas et Romaric, vous êtes amenés souvent à travailler ensemble ou pas dans la prise en charge des blessures du coup? On essaie de le favoriser un maximum, c'est certain, parce que c'est au cœur même de beaucoup de réflexions sur des études récentes où le manque de communication dans le staff peut être une des premières sources de blessures, puisque le manque de communication entre les différentes strates du staff peut être un facteur aggravant de blessure. Ouais, on essaye. Donc Thomas intervient au CREPS, dès qu'il sait qu'il est avec des sportifs que je suis, il va très vite me communiquer dessus. Il y a aussi Maryse qui intervient aussi avec le MHR qui est aussi au CREPS et pareil, on va essayer d'avoir une communication ou moi à l'inverse, quand j'ai des demandes de sportifs, puisque ils l'ont mis en avant, mais c'est un constat réel, c'est qu'il peut manquer d'encadrement et de suivi de ce côté-là. Et donc, moi, en tant que préparateur physique, selon les programmes qu'on peut faire, ça peut être 50% du boulot, la diététique, notamment sur du développement musculaire. J'ai beau y proposer les meilleures séances, si derrière il n'y a pas ce qu'il faut en apport, ça ne suivra pas. Et je leur dis souvent qu'on est ce qu'on mange, et s'ils veulent être performants, il faut qu'ils mettent l'accent là-dessus, qu'ils ne négligent pas, c'est leur carburant. Mais je les envoie très vite vers un diététicien, chaque corps de métier, parce que je peux le conseiller, mais je ne serai pas un spécialiste. Mais on doit favoriser cette communication. Thomas, tu veux rajouter? Comme l'a dit Romaric, effectivement, chaque corps de métier a sa compétence à apporter au suivi du sportif, parce que le sportif, quand même, c'est pluridisciplinaire. Toutes les disciplines sont importantes, aussi bien la psychologie que la médecine, que la prépa physique, que la diététique, que la kiné aussi également. On va tous intervenir, on fait tous partie de l'environnement du sportif. On peut tous voir des choses, nos perceptions qui sont différentes également, notre ressenti. Et en communiquant ensemble, on peut avoir un diagnostic qui va être beaucoup plus précis que si on agissait seul de notre côté. Donc évidemment, la communication est une des principales choses à faire dans un staff où on est pluridisciplinaire. D'accord. Et dans le cadre du CREPS, vous estimez que la communication, ça se passe bien? Non, c'est pas un sujet sensible. Avec Romaric, on est dans le même bureau, donc on communique très facilement. On collabore sur plusieurs sportifs. Après, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de pôles qui interviennent au CREPS, des fois c'est pas facile d'avoir le lien avec tous les intervenants des pôles, parce qu'on a des pôles qui peuvent être basés au CREPS mais qui peuvent s'entraîner pas forcément sur le CREPS même, qui peuvent s'entraîner dans des villes autour.
des fois, là, les intervenants ne sont pas forcément tout le temps sur le CREPS. Mais sinon, quand on est sur place, on essaie de favoriser au maximum la communication. Et je trouve que ça va de mieux en mieux, même quand on a de plus en plus de sportifs. Le fonctionnement du CREPS, il y a plus d'une quinzaine de structures de haut niveau qui sont au CREPS de Montpellier, donc il va y avoir soit la structure qui va fonctionner avec son propre staff, et donc là, ça peut faciliter entre eux, qui communiquent bien aussi entre eux, mais faciliter entre eux la communication. Mais effectivement, s'ils prennent des prestations de CREPS, à nous de fluidifier, d'améliorer ça au maximum. Moi, souvent, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que c'est l'entraîneur qui manage ses staffs et ses équipes et qui doit être au cœur du projet de son équipe ou de ses athlètes. Et ça doit venir principalement de lui parce que tout le reste autour, moi je le vois comme ça, ce sont des ressources humaines. Il a ses sportifs, il y a les ressources humaines autour et c'est lui qui doit manager la chose. J'ai eu la chance de bosser dans différents staffs. Je prends cet exemple, il y a 2-3 ans, j'étais avec le centre de formation du BLMA, c'est le basket. J'ai bossé avec un super entraîneur qui tenait d'une main de faire son organisation et ça a fait la différence. On bossait avec Philippe Sablerol sur le médecin. J'étais en lien avec les kinés tout le temps. Et je pense que les sportifs le ressentaient bien. Mais c'est une des clés de la réussite d'un encadrement, de la communication. Et à l'inverse, là je ne nommerai pas, mais je bosse aussi avec d'autres entraîneurs où je suis toujours demandeur en disant ça serait bien que des choses bougent parce que si chacun fait son truc dans son coin, ça ne fonctionne pas trop, quoi. Mais je pense que la communication est une clé. Et en parlant de ressenti, du coup, est-ce que vous, Julien, par exemple, vous avez senti cette équipe pluridisciplinaire autour de vous, cette communication en fait des professionnels de santé, des préparateurs physiques? Alors, pour le coup, c'est pareil, ça dépend aussi des clubs. Il y a des clubs où tout se passait super bien et il y a des clubs où, au niveau de la communication, entre le staff médical, ça allait, mais après, avec l'entraîneur, c'était encore autre chose, parce que c'est ce qu'il disait au début, Jordan, quand on est blessé et qu'on revient de blessure, au début on a peur. Et généralement, en pro, l'entraîneur, il arrive et il te demande d'être à 100% tout de suite. Sauf que le kiné ou le préparateur physique avant t'ont dit d'autres choses, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas forcément communiqué entre eux et l'entraîneur, lui, il attend plus, toi, tu as peur, donc c'est un peu tout qui est lié à ce niveau-là. Après, encore une fois, il y a des endroits où ça se fait très très bien. Et au niveau des blessures auxquelles vous avez été confrontés, quelles a été celles qui sont revenues le plus? Et est-ce que vous avez eu une prise en charge nutritionnelle à ce niveau-là ou pas? Alors celle qui est revenue le plus, c'était déchirure musculaire, toujours à la même endroit, même jambe. Donc c'est à chaque fois, il y avait quelque chose au niveau nutrition parce que pour le coup, là on m'a pas mal aidé de ce côté-là. Mais j'ai eu, et j'ai appris plus tard avec un autre, en sortant du monde pro, j'ai été voir d'autres personnes qui m'ont orienté vers d'autres pistes que la nutrition pour résoudre les problèmes. Et la déchirure, pour rebondir un peu sur ce qui avait été dit en conférence, c'était fin de saison la plupart du temps ou... Non, c'était manque de sommeil. Donc, c'est autre chose. C'est stress, manque de sommeil et du coup systématique. Et vous, Jordan, est-ce que vous avez eu un type de blessure qui est revenu souvent? J'ai eu quelques types de blessures, déchirures, j'en ai eu 3-4, fractures, j'ai eu un petit souci aussi au ménisque, fracture de fatigue, donc ça c'est inhérent à la pratique aussi du sport. Oui, j'ai enchaîné pas mal de petites blessures, certaines déclarées, d'autres non. Parce qu'il faut savoir que quand on est sportif et qu'on a une blessure, on peut vite être catalogué et en fait des fois on se ment à nous-mêmes et on joue, ou des fois en accord avec le staff ou non, on continue quand même de jouer. Parce qu'effectivement, la relation entre le staff médical des fois et le coach, c'est compliqué. Parce que les coachs ont leurs idées et n'écoutent pas forcément les staffs. Donc oui, en plus là je suis en formation préparation physique du coup. Je passe un diplôme et il y a beaucoup de choses que j'ai appris aussi dans ma formation et qui auraient pu me servir
dans mon métier précédent. Donc, mais qui rejoignent en fait tout ce que les intervenants ont dit en fait. Que la base c'est la synergie entre tous les corps de métier et que effectivement s'il y a tout le monde pousse ensemble, et ça met le sportif en valeur, ça le met en confiance et ça peut le pousser encore plus haut. En espérant qu'en tant que préparateur physique, fassiez en sorte que tout se passe bien au niveau de la prise en charge des blessures. Si j'apprends pas de ça, ça va être compliqué quand même. C'est sûr. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a des questions? Merci Alice, juste pour Julien Jordan, est-ce que ça a été dur, en particulier la prise en charge nutritionnelle, est-ce que ça a été contraignant? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous vous sentez un peu abandonné, mis à l'écart du groupe, et en plus de faire des efforts pour changer votre traitement diététique, comment est-ce que vous l'avez abordé en fait finalement? Pour ma part, pour le coup, ça n'a pas été quelque chose de super compliqué parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà de base. Donc forcément, quand les blessures arrivent, on se renseigne tout de suite beaucoup plus, mais c'est vraiment hors club. C'est soit par des connaissances, soit malheureusement parfois c'est aussi sur internet, ou alors il se peut que des personnes du club nous orientent aussi, mais c'est pas des personnes avec qui ils travaillent, c'est pas des gens du club, c'est vraiment tout le temps autour. Donc après c'est pas non. En général, si déjà on mange bien et qu'on respecte pas mal de choses, c'est pas non plus super dur, ça va être plus avec des compléments ou des choses comme ça. Et vous n'avez pas eu du coup, juste pour rebondir sur la question de séminaire, vous n'avez pas eu du coup envie de consulter un diététicien dans cette recherche en fait de se nourrir, enfin de mieux se nourrir? Si, ça a été fait, mais pareil par le cadre personnel. C'est pas le club qui m'a envoyé vers un diététicien, c'est vraiment personnel. Et pour ma part, j'ai mal mangé pendant longtemps, donc je peux peut-être pas une référence à ce sujet-là. Mais par la suite, effectivement, suite aux petites blessures, on a quand même essayé de corriger les choses par nous-mêmes. Après, pour rejoindre Julien, c'est souvent une démarche personnelle, sauf qu'on a des staffs au volet qui sont peut-être pas aussi fournis que dans d'autres sports. Donc des fois, c'est nous-mêmes qui payons ces intervenants. Et en fait, il y a une certaine hiérarchie qui se fait selon les besoins de chacun. Donc des fois, le nutritionniste n'arrive pas à ce niveau-là, et donc c'est plus compliqué. Mais effectivement, il faudrait qu'on axe un peu plus là-dessus. Mais justement, moi, quand j'étais au CREPS, il n'y avait pas de nutritionniste à disposition, et de voir qu'il y en a un maintenant, c'est top. Parce que ça montre qu'il y a quand même une évolution et qu'on prend aussi en compte ce thème-là, donc c'est super important. D'autres questions? Moi j'en ai une. Je voudrais revenir sur l'hydratation, où là on a beaucoup d'étudiants dans la filière sportive et vous avez avancé comme quoi il y a beaucoup de sportifs qui ne s'hydrataient pas suffisamment. Et est-ce que vous pourriez peut-être aborder les risques de l'hyperhydratation? Alors donc peut-être pas accompagner des sportifs de haut niveau, que des sportifs de haut niveau, donc peut-être qu'il y aura moins de suivi, moins de notions de formation d'information auprès des sportifs, et peut-être qu'il y aura sans parler de pathologie et pas de ça, mais simplement les risques de l'hyperhydratation, ce qui vont peut-être les stimuler, du coup, à dire il faut boire, et est-ce que vous pourriez avancer ça, même si c'est peu fréquent? Alors, dans la pratique, j'y ai jamais été confronté. L'organisme a quand même des capacités d'adaptation importantes, et avant d'être rentré dans des éléments pathologiques de l'hyperhydratation, il faut des quantités vraiment très importantes d'eau. L'élimination rénale fonctionne plutôt bien, et généralement c'est largement compensé par l'organisme. Tu me diras si... Ils abordent ça, ils ont des cours là-dessus, donc ceux qui sont là l'ont pas encore vu. C'est pour ça que ce serait bien que vous puissiez peut-être en parler. Concernant l'hyperhydratation, alors évidemment dans le rôle du praticien de santé, que ce soit le diététicien ou le médecin, évidemment on a un rôle de nuance, on les encourage à boire, mais quand même on leur donne des préconisations. Par exemple à l'effort, on leur dira de ne pas dépasser 1 litre par heure, grand maximum par heure d'effort, parce que sinon on s'expose à une rétention de l'eau, et également donc, des sensations de troubles digestifs à l'effort. Donc on leur donne des préconisations, également le type de boisson, parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, comme tu l'as dit,
une boisson de l'effort est nécessaire, donc c'est des recommandations qu'on donne. Après, il y a des sports qui sont plus à risque que d'autres, et également des climats qui sont plus à risque que d'autres. On le sait que lors de la pratique à la chaleur, forcément le corps va être stimulé, les pertes sudorales vont être stimulées de manière quand même exacerbée, donc on va avoir tendance à plus boire, et là les risques d'hyponatrémie vont être quand même plus présents. Donc c'est sur ces sports-là qu'on a de plus en plus de sportifs qui ont des compétitions dans des climats un petit peu exotiques, notamment je pense au triathlon, je pense à ce type de sport-là qui sont quand même très à risque, et c'est dans ces climats très particuliers où on va avoir un suivi qui va être plus précis sur ça, sur l'hydratation, notamment en termes d'hyperhydratation, mais c'est vrai que même moi en tant que praticien, j'ai jamais été encore confronté à des cas d'hyperhydratation. Et l'inverse? De manque d'hydratation? Ça par contre c'est régulier. Alors ce qui se passe souvent même, c'est un manque d'hydratation au cours de la journée, puis une surcompensation au moment de l'entraînement. C'est-à-dire des athlètes qui vont boire par exemple 1,5 litre dans la journée, mais sur 1,5 litre, il y a 1,25 litre qui va se boire sur la première heure d'entraînement. Donc ce qui va provoquer des troubles digestifs à l'effort. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis intervenu pour un pôle, j'ai fait des stats un petit peu sur 20 athlètes donc, qui sont en cours d'accession au monde pro. Sur les 20 athlètes, j'en avais quand même plus de la moitié qui buvaient moins d'1,5 litre par jour, qui seulement les jours d'entraînement haute intensité buvaient plus d'1 litre, avec 70% du pôle qui buvait plus d'1 litre par heure d'entraînement, et 80% des athlètes du pôle qui quand même ressentaient des troubles digestifs à l'effort. Donc là, on sait déjà que c'est un des facteurs à travailler fortement sur des suivis qui vont être plus individualisés ou sur les interventions de groupe. Alors ta question elle est très vague puisque reprise de quoi? De la compétition. Alors théoriquement, le jour où tu vas te blesser, on va prendre en compte ton âge, ton niveau de compétition et on va t'annoncer un délai qui peut aller on est sur un sport pivot, donc tu vas avoir des risques de mise en tension du ligament croisé, on n'est pas dans un sport de contact, mais on va t'annoncer un délai entre 7 et 9 mois pour... Attends, laisse-moi finir. On va t'annoncer un délai de 7 et 9 mois. Mais un délai, c'est quelque chose de très vague, puisque c'est 7 ou 9 mois où tu vas travailler. C'est pas tu vas rester dans ton canapé et au bout de 7 mois, on te dira c'est bon, tu peux reprendre. À condition que tu aies passé toutes les étapes, pour reprendre à bon niveau, sans véritable risque, on ne peut pas te donner moins de 7 mois de rééducation, de réathlétisation. Tu peux reprendre à 4 mois, mais tu ne seras pas prête et tu vas t'exposer à d'autres risques. Alors, est-ce que tu étais opéré? Elle date de quand ta rupture? 4 semaines. Tu as déjà rencontré des médecins, des chirurgiens qui t'ont proposé une opération. Donc, déjà, le délai va démarrer au moment de l'intervention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses rien d'ici ton intervention. Il y a un travail de préparation à faire avant l'intervention, de renforcement musculaire. Mais à compter de l'intervention, la reprise de la compétition ne pourra pas se faire avant 7 à 9 mois. Maintenant, c'est pour ça qu'on aborde le stress. C'est quoi que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit quelque chose d'intéressant sur le fait que c'était compliqué d'être blessé mentalement. Il faut que tu sois soutenu. L'acceptation de la blessure, c'est la première étape. Merci. Mais après, il y a tout un parcours et je te garantis que si tu fais tout bien, ce sera très vite de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, c'est la phase la plus difficile. Il faut savoir que quand on fait une chirurgie, on voit un peu d'autre chose, mais il y a toute cette phase de réathlétisation, mais il y a un délai incompressible de la chirurgie en elle-même, puisqu'on va te réparer ce ligament. Et à l'intérieur de ton genou, avant qu'il devienne compétent, ton ligament, il lui faut presque 1 an avant d'être totalement compétent. Donc on autorise des reprises un petit peu anticipées, mais il y a du travail. Je suis désolé pour toutes ces mauvaises nouvelles, mais il ne faut pas que tu les prennes comme ça. On pourra en discuter tranquillement après. Mais il va se passer plein de choses pendant ces 7 mois, et c'est pas 7 mois de bagne, c'est pas de 7 mois où tu vas rester enfermé, tu vas faire plein de choses, tu vas progresser, et quand tu reviendras, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Je rajoute un petit truc, c'est qu'il y a la chirurgie, donc bien sûr que les opérations à l'heure d'aujourd'hui sont très bien faites, et la réathlétisation derrière, c'est l'autre gros morceau qui ne doit pas être négligé, et souvent c'est pas que c'est le plus important, les deux sont complémentaires,
mais ça nourrit ton retour plus ou moins vite selon l'accompagnement et tout ce qui est mis en place autour, mais c'est aussi important. Donc un nouveau ligament c'est bien, mais tout ce qu'il faut faire en travail derrière, ça il faut garder en tête de ne pas négliger, bien au contraire. Là j'ai un sportif qui vient donc il fait du kite, kitefoil qui va être une discipline olympique aux Jeux Olympiques de Paris. Il vient de retourner à l'eau au bout on est entre le 4e et 5e mois, donc ça veut dire qu'on est encore dans la phase de réathlétisation, mais il retourne dans sa discipline. Donc là, il fait juste avancer sur sa planche dans l'eau, mais il ne fait rien d'autre, il n'est pas au niveau de performance. Donc c'est pour ça que c'est important ce qu'a dit Olivier, c'est que tu sais pas, au bout de 9 mois, pendant 9 mois tu fais rien, tu recommences, ça fait partie de la rééduque de recommencer sa discipline, peut-être d'abord dans l'axe, peut-être d'abord juste faire des efforts plutôt faciles à faire, mais tu recommences quand même à moyen terme de revenir dans l'entraînement quand même. En tout cas, merci à vous d'être intervenu aujourd'hui.